Atelier intersectoriel, la fonction rhétorique du plaisir abordé à la croisée des humanités et des neurosciences. Deux panélistes pour vous entretenir de ce sujet. La question qu'ils se sont posées et à laquelle ils vont répondre, comment persuader par le discours? D'abord, et là je vais donner une petite mini-bio, et là vous montez après sous le tonnerre d'applaudissements. Alors, il s'appelle Marc-André Bernier. Il est professeur au département de lettres et communication sociale, membre de l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada. Il est le directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité, 16e siècle, 18e siècle. À ce titre, il a suscité la création de plusieurs équipes qui se sont engagées dans des projets de recherche intersectoriels. C'est le cas notamment d'un projet FRQNT portant sur le naufrage de la flotte Walker survenu en 1711 et qui fut le plus grand désastre de l'histoire maritime du Saint-Laurent. Il en va de même du projet mené de concert avec le groupe de recherche Cognition, Neurosciences, Affect et Comportement, le Cognac, dont le thème est le suivant, la question du plaisir à la croisée des humanités et des neurosciences. Alors maintenant, je vous présente le Guy Lafleur de la recherche, Marc-André Bernier. Il s'appelle Simon Rigoulot. Alors, Simon Rigoulot est professeur de psychologie à l'UQTR et co-directeur du groupe de recherche Cognac. Il est également professeur associé à l'Université de Montréal et membre du laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son. Et c'est délicatement appelé Brahms comme projet. Le laboratoire, c'est-à-dire. Ces recherches se situent dans le champ des neurosciences cognitives, affectives et sociales et visent à comprendre comment les émotions sont traitées par le cerveau, et que je trouve ça intéressant, ainsi que leur impact sur notre cognition. Ces recherches l'ont amené à s'intéresser à la musique et au langage, en particulier à la façon dont le ton de la voix change en fonction de l'état émotionnel du locuteur, mais aussi de ses intentions. Ces articles font référence dans le domaine. Mesdames et messieurs, Simon Rigoulot. Bonjour à toutes et à tous. Alors, au commencement de notre recherche, ce sera une présentation en deux volets. Je vais commencer pour une quinzaine de minutes. Simon, mon collègue, va poursuivre. Alors, au commencement de notre recherche, de notre réflexion, était un problème, à vrai dire, assez technique. Il y a un moment, il faudra s'accrocher. Donc, un problème assez technique qu'avait posé la rhétorique classique et dont un exemple va me permettre d'illustrer, de rappeler les termes dans lesquels il se posait. Alors, mon exemple, je le tire d'un prospectus paru le 13 août 1792, prospectus paru à Québec, destiné à publiciser des exercices publics d'éloquence organisés par un certain Joseph-Marie Boissonneau, vous avez son nom dans le coin inférieur droit, et auquel étaient conviées toutes les élites de la capitale, gouverneurs en tête. À l'occasion de cet exercice sur la rhétorique qui se fera dans la salle du Petit Séminaire de Québec, c'est donc le titre que vous avez sous les yeux dans la diapositive, les élèves devaient notamment décrire chacune des parties de l'art oratoire. À la suite des rhéteurs de l'Antiquité, des innombrables manuels parus à partir du XVIe, XVIIe siècle, ils devaient rappeler, par exemple, que la première partie de la rhétorique s'appelle l'invention et consiste à examiner les structures de l'argumentation logique. Quant à la seconde partie, la disposition, chaque élève devait ensuite dire en quoi elle enseigne l'art d'arranger entre elles les différentes parties d'un discours. Et aujourd'hui, ce serait sans doute arranger entre elles la succession des diapositives dans un diaporama, depuis l'introduction jusqu'à la conclusion. Tout cet enseignement est à vrai dire très connu, n'a rien de surprenant, il s'adosse à une longue tradition rhétorique.
C'est donc jusque-là, sans surprise, que j'ai consulté le document que je vous ai reproduit sur cette diapositive, mais c'est avec plus d'étonnement que j'ai pris connaissance de la suite. Et c'est là qu'intervient un petit suspense. De fait, lorsque cet exercice de rhétorique aborde la troisième partie de l'art oratoire, qui s'appelle l'élocution, qui concerne la mise en mots d'un texte, hein, quel mot choisir. Voici ce qu'on lit. On va lire ensemble l'élocution. Cette partie renferme, premièrement, les figures dont il y a trois sortes de classes. Les figures propres à instruire, antéoccupation, communication, compensation, concession, correction, gradation, interprétation, etc. Deuxième catégorie, figures propres à émouvoir, les passions, apostrophes, imprécations, déprécations, dubitations, épiphonèmes, prosopopées. Et puis enfin, une catégorie d'ailleurs qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, les figures propres à plaire, l'allégorie, l'antithèse, la comparaison, l'hyperbole, l'étopée, la prosopographie, l'hypotypose, l'ironie, la répétition, la sermocination. Bien. Il n'y a évidemment rien d'inhabituel à ce que l'élocution traite des figures du discours. En revanche, le classement qu'on propose ici et qui s'organise autour d'une triade, instruire, plaire, émouvoir, elle s'écarte considérablement de toute une tradition qui remontait à l'Antiquité, à Quintilien, et qui d'ailleurs se poursuit jusqu'à nos jours. Hein. Et Quintilien, qui avait proposé une autre classification, est sans doute l'un des maîtres de rhétorique les plus célèbres de l'Antiquité romaine. Alors, dans son grand livre, qui s'appelle l'Institution oratoire, Quintilien divisait en effet le très vaste domaine des figures de discours en fonction d'une logique profondément différente de celle qu'on va voir et qui est la logique dominante. Il distinguait trois types de figures. Une première qu'il appelait d'un mot souvent un peu curieux lui aussi, comme souvent le nom des figures, vous avez pu vous en apercevoir. La première catégorie, c'était les tropes, qui changeaient le sens propre d'un mot au profit d'un sens figuré. C'est le cas très connu de la métaphore. Quand vous dites de quelqu'un c'est un lion, vous pensez bien sûr à la grosse bête, mais vous ne considérez pas que l'individu ainsi désigné est véritablement cette grosse bête. Hein. Il en a le courage, la ténacité, c'est une métaphore. On passe d'un sens propre à un sens figuré. C'est ce qu'il appelait les tropes. Il distinguait ensuite deux autres catégories, les figures de pensée qui désignent seulement un tour d'esprit, comme l'ironie. Si vous dites aujourd'hui « Ah, quelle chaleur !» Voilà, on s'imagine évidemment que vous êtes ironique et il s'agit donc alors là d'une figure de pensée. Enfin, les figures de mots qui concernent les termes mêmes comme une répétition. Bref, dans tous les cas, cette typologie offrait l'immense avantage de fonder la classification et l'étude des figures sur des procédés stylistiques, sur des critères formels, précis, et c'est sûrement la raison pour laquelle, depuis Quintilien et l'Antiquité, jusque dans les classes de cégep de nos jours, c'est ce qu'on enseigne. Cependant, la typologie de Quintilien posait un problème théorique fondamental. De fait, Quintilien concevait chacun de ces procédés, il le disait, comme un type particulier d'écart par rapport à un langage simple, indirect, comme une fleur de rhétorique qu'on ajoute au langage habituel et normal. Autrement dit, la typologie qu'il proposait présumait qu'entre une figure de rhétorique et le langage de la vie de tous les jours, il se glissait donc un écart qui faisait en sorte qu'une figure était une tournure éloignée de la manière la plus naturelle de parler. Or, c'est précisément sur ce point théorique que les critiques ne vont pas manquer de surgir. Dès le XVIIIe siècle, je suis XVIIImiste, je me suis donc intéressé particulièrement à ces critiques qui se formulent au XVIIIe. On va faire observer que tout au contraire, les figures de rhétorique, même si elles portent des noms souvent curieux, vous avez pu le voir, renvoient à des procédés qui, eux, ne le sont pas et sont très banals. Par exemple, vous prenez l'exemple, par exemple, de la prétermission qu'on a envoyé tout à l'heure, qui est la prétérition. C'est l'une des figures, je dirais, les plus habituelles de la vie domestique. La prétérition consiste à dire ce qu'on prétend ne pas dire. Alors, par exemple, chérie, je ne veux pas te faire de reproches, mais...
J'aimerais attirer ton attention sur le fait. Voilà, ça c'est une prétérition. Vous voyez, c'est une figure on ne peut plus banale. Alors, au surplus, Claude Buffier, donc, dès le XVIIIe siècle, dans son traité philosophique et pratique d'éloquence, disait que, au contraire, les figures font partie du langage humain le plus ordinaire. Et il n'était pas le seul à le penser. Dans l'institution où il travaillait, le collège Louis-le-Grand, l'un de ses collègues, Charles Poré, avait également le même avis. Alors Charles Poré, ça a été le maître de rhétorique de quelqu'un comme Voltaire, c'était quelqu'un d'assez connu, et il avait la chaire de rhétorique, et dans son enseignement, dont on conserve le souvenir à partir de quelques cahiers de notes de cours conservés à la bibliothèque Mazarine, voici ce qu'on peut lire à la catégorie figure. On y apprend, comme on a vu chez Boissonneau, on y apprend qu'il considère que les figures de discours doivent être conçues en fonction de 3 catégories. Instruire, émouvoir et plaire, c'est-à-dire en fonction de l'action, de leur capacité à agir sur un public. Alors, ces 3 catégories, d'ailleurs, instruire, plaire et émouvoir, depuis l'Antiquité, depuis Cicéron, étaient considérées comme les 3 opérations fondamentales que tout discours doit mettre en œuvre s'il veut réussir à persuader quelqu'un. Instruire ne suffit pas, plaire ne suffit pas, émouvoir ne suffit pas. C'est les trois ensemble, la réunion des 3 qui permet de réaliser ce petit mystère qui fait en sorte que vous vous adressez à quelqu'un qui n'avait pas l'opinion qui était la vôtre au début et qui, après vous avoir écouté, a changé d'avis. Il s'est produit ce petit mystère. C'est ce petit mystère que permet d'expliquer cette combinaison des 3 fonctions. Et c'est cette typologie, donc, que Poré enseignait, qu'il a créée, qu'il a inventée, qu'il a enseignée à Paris et qu'on l'on voit ressurgir ensuite au séminaire de Québec en 1792. Et ce sera ma dernière remarque sur le plan historique. On pourra se demander, mais comment se fait-il qu'un cours donné à Paris au milieu du XVIIIe se retrouve ensuite enseigné à l'identique à Québec 30 ans plus tard? C'est simplement que un Québécois du nom de Bailly de Messin est allé étudier à Paris, a ramené ses notes de cours et l'a prêté à ce Boissonneau qui s'en est ensuite inspiré. Et c'est ainsi qu'on peut voir les parcours de formation se construire dans un dialogue transatlantique à la fin du XVIIIe siècle. Dans tous les cas, et sur un plan non plus historique, on va quitter le terrain de l'histoire, mais maintenant théorique, l'essentiel tient au fait que cette typologie des figures construite autour de la triade instruire, plaire et émouvoir recourt à des catégories toutes nouvelles dont l'originalité va maintenant mériter qu'on s'y attarde un peu. De fait, par-delà le concept d'écart de Quintilien, les procédés stylistiques sont conçus ici comme autant d'armes dont la vocation est tantôt d'instruire, tantôt d'émouvoir et tantôt de plaire, bref, de se mettre au service de la persuasion. En ce sens, tous les procédés qu'avait répertoriés la rhétorique classique se trouvent ici redistribués selon une logique régie par les seules fonctions du discours persuasif, c'est-à-dire suivant des principes qui, comme va le faire de nos jours l'analyse argumentative en linguistique, associe l'examen des figures à la capacité qu'a la parole à agir sur un public, à le transformer, à toucher son cœur, à bouleverser sa conscience. À ce titre, la petite révolution taxinomique sur laquelle je suis revenu très rapidement, qui survient au XVIIIe siècle, qu'invente Poré en France, que reprennent les maîtres de rhétorique du séminaire de Québec à la fin du XVIIIe siècle, comporte une dimension éminemment actuelle. Puisque de nos jours, en regard des sciences de la communication et du langage, surtout dans les premières décennies du XXIe siècle, les principaux objets de recherche consistent justement à mettre en évidence la fonction argumentative des figures de style, notamment dans une multitude de travaux consacrés à des questions qui nous intéressent de très près, comme la publicité ou la manipulation politique. Alors c'est donc, ces travaux d'ailleurs, est-il besoin de le rappeler, sont d'autant plus nécessaires dans un contexte comme le nôtre, et le vice-recteur l'a rappelé, où ce sont les nouvelles technologies qui souvent suscitent de nouveaux problèmes, et nous vivons à une époque où nous savons fort bien, nous pouvons sentir, comprendre à quel point les nouvelles technologies
développe des moyens de manipulation par la parole qui vont jusqu'à ébranler nos institutions démocratiques. De là, la nécessité de mieux comprendre les mécanismes de la persuasion. Et c'est pour cette raison, persuadé que ce nouveau problème exigeait que des équipes de chercheurs qui ne s'étaient jamais rencontrés jusqu'alors se mettent à travailler ensemble, que donc, à partir de 2022, ça fait maintenant 2 ans, près de 2 ans, que mon collègue Simon Rigoulot et moi-même avons souhaité interroger à nouveau frais, c'est-à-dire avec les méthodes que nous donne la science actuelle, la typologie que je viens de vous présenter, cette typologie des figures venues des professeurs de rhétorique du XVIIIe siècle. Alors, nous étions rattachés, donc, pour moi, au laboratoire sur l'histoire et la pensée moderne, dont Sylviane Charles parlera cet après-midi. Je suis professeur de lettres. Et mon collègue Simon, donc au groupe Cognac, qu'on a évoqué tout à l'heure avec cet acronyme qui déjà fleure bon le plaisir. Alors, suivant une perspective intersectorielle, c'est le thème de la journée, qu'encourage fortement nos unités de recherche, nous nous sommes donc réunis autour d'un projet qui a consisté à soumettre ces catégories rhétoriques à l'épreuve d'une expérience qui a été conçue et menée selon les méthodes de la psychologie cognitive. La question de recherche qui nous a guidés a alors été la suivante. Les figures de style que les catégories rhétoriques classiques associent au plaisir, figures destinées propres à plaire, donc destinées à plaire, induisent-elles effectivement du plaisir chez les personnes que l'on veut convaincre? Voilà notre question. En fonction de cette question, bref, le rôle du plaisir dans la persuasion. En fonction de cette question et dans la suite de cette intervention, nous allons donc vous présenter le corpus que nous avons étudié et notre méthodologie et les premiers résultats de notre enquête. Nous en avons déjà quelques-uns, même si elle est en cours, ce sera Simon qui va vous les présenter, et les méthodes qui ont guidé l'analyse des données recueillies. Alors, la conduite d'une telle expérience exigeait d'abord de constituer un corpus d'exemples susceptibles d'illustrer chacune des figures du discours que Poré et à sa suite Boissonneau regroupaient dans l'une ou l'autre des catégories de leur typologie. Dans ce contexte, le protocole expérimental auquel nous avons soumis ces catégories devait donc se donner comme objectif d'évaluer, chose difficile, hein, vous comprenez la difficulté, il s'agit d'évaluer la capacité qu'ont les différentes figures du discours à agir sur un auditoire et à la lumière de la description quantifiée d'un ressenti mental et émotionnel. Or, pareil objectif exigeait à son tour de décomposer l'ensemble des impressions mentales et affectives qui déterminent ce ressenti en différentes variables que l'on devait nécessairement pouvoir distinguer les unes des autres pour pouvoir précisément les quantifier. C'est donc cette exigence de quantification qui nous a déterminés, dans un premier temps et dans un premier temps seulement, à isoler une seule de ces variables et par conséquent à cibler un seul affect, celui qui est associé au plaisir et qui définit l'une des 3 catégories de notre typologie de figures, c'est-à-dire les figures destinées à plaire. La première conséquence de ce choix devait entraîner l'exclusion des figures propres à émouvoir dans la mesure où celles-ci suscitent ou expriment toute une vaste gamme d'affects qui, depuis la colère jusqu'au désir, sont plus difficiles à isoler. La seconde, la réduction du champ de nos observations aux seules figures propres à instruire et à plaire. De fait, puisque la dimension épistémique, cognitive et non pas affective qui définit cette catégorie, figure destinée à instruire et qui lui sert de principe structurant, mais les mettre en parallèle avec ces figures à instruire, avec celles que définit le seul plaisir, ouvrait la voie à la possibilité même d'isoler une variable, de mesurer le ressenti, donc à partir de cette seule variante comportant une dimension émotionnelle.
Une fois ce principe admis, il restait donc à créer des exemples. On les a fait avec une équipe d'étudiants parce que l'avantage de la recherche intersectorielle, c'est que ça permet d'intégrer de nombreux étudiants. Alors, qui y ont travaillé, on y a travaillé de concert. On a produit 80 énoncés, 40 figures destinées à partir de 40 figures destinées à instruire, 40 à plaire. On a pris les catégories de Boissonneau là que vous avez sous les yeux. On a voulu faire des phrases de même type et pour obtenir un test dont la longueur était normalisée et qui fait environ 20 minutes. Si on avait eu plus de temps, on vous aurait fait faire ce test. Là, on va vous en présenter seulement les résultats. Enfin, afin d'alimenter notre bande d'exemples, nous nous sommes tournés vers des manuels qui eux-mêmes empruntent des exemples tirés à la publicité, à la presse, et dont le référent culturel était susceptible d'être connu par les gens qui feront cette expérience. Alors, de ce nombre, je vais donner 2 exemples. Vous prenez par exemple, plusieurs proviennent des médias. Par exemple, pour illustrer la métaphore, on a pris l'exemple suivant. Il y a plusieurs branches mortes dans la Constitution canadienne. Alors ça, vous voyez, pour la métaphore. Ou encore l'hyperbole. Depuis un mois qu'il pleut sur Montréal, on dirait même que la pluie a fini par mouiller le fleuve. Oui, donc, alors, on peut tout de suite mesurer le plaisir que provoque ici l'hyperbole dans la réaction. Dommage qu'on n'ait pas eu la petite machine pour mesurer, parce que, exactement. Alors, on peut immédiatement mesurer, donc, le plaisir en direct. Alors, en regard d'une expérience dont l'objectif consistait à mesurer un ressenti, et en l'occurrence un affect de plaisir, il fallait également comparer des syntagmes qui, d'un point de vue formel, seraient à peu près équivalents. C'est pourquoi nous avons toujours normalisé les exemples de notre corpus, afin notamment d'uniformiser le plus possible leur longueur. Nous avons décidé de faire entendre des exemples dont le nombre de mots, voire le nombre de syllabes, serait à peu près similaire, afin de faire en sorte que le temps d'écoute et d'évaluation de chacune des figures ne présente pas trop de grandes disparités entre elles. C'est 12 secondes par extrait. Et une fois qu'on est rendu à la production de ces exemples, je cède maintenant la parole pour la deuxième partie. Production des exemples, j'en étais là. Et Simon va enchaîner avec la production, sur la base de ces exemples, des stimuli. C'est ça. En fait, Marc-André a pas mal annoncé la couleur et... Marc-André a pas mal annoncé la couleur sur le rationnel de l'expérience et sur l'idée qu'il fallait créer des stimuli qui nous permettaient d'aller tester donc notre question de recherche qui portait sur la capacité de ces phrases issues de la rhétorique à plaire. Donc pour cela, donc les étudiantes, Marc-André et moi-même, nous avons choisi un corpus de phrases qui donc pouvaient se distinguer selon 2 catégories, plaire ou instruire. Donc un exemple de phrase destinée à plaire, c'était « Elle vit dans le deuil, elle aime les morts et les vivants ». Une phrase plus dans l'instruction, c'est un livre, une page, une phrase que nous avons lue. C'est assez parfois pour nous faire rêver. Donc là, on a vraiment suivi finalement la façon dont avaient été construites et proposées les phrases. Et on a recruté en fait des acteurs, en fait 2, une actrice et un acteur, qui sont venus au laboratoire Brahms dans lequel je travaille, qui sont... qu'on a instruit, en fait, on leur présentait ces phrases-là et on leur disait prononcez-les de manière le plus naturelle possible. Donc, il y avait 40 phrases pour plaire, 40 phrases pour instruire, qui reprenaient ces différentes figures de style, hyperbole, comparaison, répétition, dans le cas de la catégorie plaire, licence, interrogation, communication, dans la catégorie instruire. Cette actrice et cet acteur étaient donc enregistrés dans une cabine insonorisée. On a repris finalement les standards des créations de banques audio qui existent en fait déjà dans la littérature scientifique, en particulier dans la création par exemple de phrases émotionnelles. On demande à des acteurs de venir prononcer des phrases avec un certain ton émotionnel, avec des phrases qui peuvent avoir ou non d'ailleurs des contenus émotionnels. Je parle de ces phrases, c'est un peu mon expertise. Et ce qui est intéressant lorsqu'on qu'on demande ici à des acteurs de produire ces phrases-là, c'est qu'ensuite,
Ça n'a pas encore été fait dans le cadre de cette étude-là, mais encore une fois, c'est fait dans la littérature. On peut caractériser d'un point de vue acoustique, finalement, les phrases et finalement s'intéresser à qu'est-ce qui fait que dans une phrase, dans un ton de voix, lorsqu'on prononce une phrase, eh ben, on est plus désirable, plus attractif et ici, plus persuasif, finalement. Donc ça, c'est des éléments qui vont nous intéresser par la suite. Elle vit dans le deuil, elle aime les morts, et est les vivants. Voilà, c'était de manière... Ça, c'est la métaphore. Merci. Voilà le type d'exercice auquel devaient se plier donc, ces acteurs. Je n'en suis pas un, donc bref, vous avez compris la difficulté que peut donner cet exercice-là, mais tout est contrôlé, tout est standardisé aussi dans le contrôle des fichiers audio qui sont produits par la suite. Je vous passerai les détails Je reprends la question de recherche donc, qui a été énoncée par Marc-André. Est-ce que l'écoute des figures de style que l'ancienne typologie rhétorique jésuite associée au plaisir induit en effet ce ressenti chez les personnes que l'on veut convaincre? Avec l'hypothèse, puisqu'on doit se placer dans un sens, on va orienter finalement l'hypothèse par rapport à cette question de recherche et on s'attend à ce que des figures de style telles que la comparaison ou l'hyperbole susciteraient effectivement plus de plaisir que d'autres figures telles que la concession, la gradation qui sont elles destinées à instruire. On s'est placé dans un dessin expérimental pour lequel on voulait recruter donc 50 participants qui sont prévus. On en est à une dizaine pour l'instant, également répartis entre les sexes. On a fait un choix un peu fort ici de faire un recrutement en ligne pour des raisons un peu pratiques, de facilité ici. Et puis, il faut bien débuter quelque part. Mais on s'entend que la persuasion, le fait de converser avec d'autres personnes, c'est plutôt quelque chose qui joue de l'oralité finalement. C'est aussi pour ça qu'on avait décidé de créer ces phrases de manière auditive et non pas de les présenter visuellement. Ce qui pourrait fonctionner, ce qui pourra d'ailleurs constituer des recherches futures à ce niveau-là. Mais dans ce cadre-là, on n'a pas reproduit finalement le cadre conversationnel finalement qui pourrait nous intéresser plus en profondeur. Alors on associe ça évidemment avec des questionnaires sociodémographiques qui vont nous permettre de renseigner l'âge, le sexe et également le niveau d'éducation des participants. Marc-André en a parlé rapidement. On a essayé de faire en sorte que les phrases et les figures de style soient comprises par l'ensemble des participants qui seront dans l'étude. Mais c'est sûr que cela va pouvoir jouer un rôle. Il y a des personnes plus éduquées qui vont peut-être mieux comprendre certaines figures de style, d'autres peut-être moins. C'est des choses qu'on va interroger ici. Évidemment, comme on présentait les phrases de manière auditive, il fallait que la langue française soit comprise et donc le critère d'inclusion était que le français devait être une langue maternelle. Et comme on va se lancer dans un ensemble d'expériences, ici je vais vous présenter juste les résultats d'une expérience préliminaire, mais par la suite on va s'intéresser à beaucoup d'autres enjeux liés à la persuasion et à la compréhension de ces phrases, et donc il fallait qu'ils soient en bonne santé mentale et cognitive. La procédure est extrêmement simple. On présentait les phrases, donc 80 phrases, 40 destinées à plaire, 40 destinées à instruire, et elles étaient présentées de manière randomisée. La tâche des participants était d'évaluer les phrases qu'ils venaient d'entendre sur cette échelle analogue visuelle. Un premier choix par rapport à cette échelle a été de considérer est-ce qu'on va demander aux participants si ces phrases peuvent engendrer du déplaisir. Est-ce que finalement on demande d'évaluer sur une échelle de plaisir de 0 à 100 ou est-ce qu'on considère le déplaisir dans cette approche-là? Après réflexion, on s'est dit que c'est possible que certaines de ces phrases puissent déplaire par rapport à leur contenu, par rapport à la façon dont elles sont prononcées. Donc, on a étendu donc, cette échelle qu'on va ensuite convertir sur un score de 0 à 100, mais
avec l'idée que plus le score est proche de 0, plus ça renvoie à du déplaisir sur la phrase qui vient d'être entendue, et plus le score se rapproche de 100, plus le score, la phrase a engendré du plaisir chez les participants, avec une valeur moyenne ici, médiane de 50, qui renvoie à « ça ne m'a affecté ni en bien, ni en mal, ni en engendrant ni plaisir, ni déplaisir ». Et voici donc les résultats préliminaires des premiers participants qui ont répondu à cette étude. La première chose qu'on voit, c'est « Simon, il y a beaucoup de points ». C'est vrai, il y a beaucoup de points, il y a une grande variabilité finalement dans les réponses des participants. Malgré la grande variabilité de ces réponses-là, donc on voit ici la cotation de 0 à 100 sur l'échelle que je viens de vous présenter. Vous avez à gauche ici les phrases qui étaient destinées à instruire, à droite les phrases destinées à plaire. Et même si la différence semble petite ici, on remarque que la moyenne des réponses pour les phrases destinées à plaire est qu'effectivement, elles ont induit plus de plaisir que celles destinées à instruire. Alors Marc-André l'a évoqué, il y avait quand même beaucoup de figures de style qui étaient utilisées. On a eu une approche dans laquelle on a essayé de présenter les choses de manière le plus globale possible, donc en insérant donc des figures d'antithèse, des figures de comparaison, de gradation, d'hyperbole, etc. Lorsqu'on s'intéresse un peu à la variation de ces réponses en fonction des figures de style, on revoit un peu cette idée-là que les figures destinées à instruire ont finalement une certaine variabilité quand on regarde les points, mais en moyenne, engendré ni plaisir ni déplaisir. Ce qui est intéressant pour les phrases qui étaient supposées induire du plaisir, c'est que là, on voit en moyenne effectivement des effets qui sont plus hauts, donc qu'elles ont induit effectivement plus de plaisir, à un détail près ici, qui correspond en fait aux phrases liées à l'ironie. Donc, certaines phrases liées à l'ironie ont semblé engendrer beaucoup de déplaisir, et c'est quelque chose qu'on pourra discuter plus tard. Donc, deux, je vais dire, remarques importantes. Donc, effectivement, l'idée que ces phrases destinées à plaire ont, en moyenne, induit plus de plaisir, et une grande variabilité, finalement, dans l'ensemble de ces réponses. Ce qui m'amène à, donc, cette conclusion générale, les phrases issues de l'ancienne typologie jésuite rhétorique induisent effectivement plus de plaisir. On s'entend, ce sont des résultats préliminaires, ça devra être renforcé par d'autres études, par plus de participants, mais c'est quand même une tendance assez forte pour le moment. La grande variabilité des réponses renvoie à l'idée que certaines phrases n'induisent pas de plaisir, mais pas pour autant de déplaisir. C'est en particulier le cas pour tout ce qui était donc les phrases liées à l'instruction ici. On peut voir qu'il y a quand même pour certaines de ces phrases un peu de plaisir qui sont engendrées, mais c'est de manière très inconsistante. En tout cas, la capacité des phrases destinées à plaire à produire du plaisir est-elle beaucoup plus consistante. Et là, donc je voulais laisser un petit mot à propos de l'ironie qui a à la fois pu engendrer du déplaisir et du plaisir, ce qui fait que lorsqu'on prend la moyenne des deux, on arrive à 50, ce qui est la neutralité, mais qui ne reflète pas finalement l'image complète de la situation quand les personnes ont entendu des phrases ironiques. Et on se demande si finalement le déplaisir n'est pas venu de l'idée que les participants, ou certains des participants, n'ont pas compris finalement la figure de style, l'ont peut-être pris à la lettre en fait finalement, d'où cette idée de déplaisir. Alors Marc-André voulait absolument que je mate un mot en latin, donc j'ai mis terra incognita. Terra incognita, donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce terrain inconnu. Mais un premier résultat concret, finalement, c'est la création d'un corpus de phrases très spécifique, comme il en existe, encore une fois, dans la littérature scientifique, sur les réponses, par exemple, émotionnelles. Et donc, c'est dans le cadre d'un article qu'on a soumis avec Marc-André. L'interprétation finalement générale qui est que mais pourquoi ces phrases finalement induisent plus de plaisir? Oui, elles sont faites pour donner du plaisir, mais pourquoi elles donneraient plus de plaisir outre que pour le but de convaincre?
C'est là qu'intervient le concept de ce que certaines personnes appellent l'élaboration. Et l'élaboration, c'est la mesure dans laquelle un lecteur s'engage dans un texte. Et lorsqu'une personne s'engage, en fait, elle produit un certain effort cognitif qui va en fait lui plaire. On est un peu dans cette notion de flow. Quand on est dans le flow, ça nous plaît et on reste dans ce plaisir finalement lié à l'écoute ou à la lecture d'un texte. Et ça, évidemment, je veux vraiment être très humble, et nous sommes très humbles par rapport à ces résultats. C'est une première approche. Il y a beaucoup d'autres figures de style qu'on peut encore étudier. Je vous ai parlé du profil acoustique de ces phrases. Est-ce que les phrases qui sont prononcées de manière plus grave nous permettent de persuader de manière plus efficace? Alors ça renvoie à toutes les stratégies de communication pour persuader les gens. Donc ça, c'est des répercussions qui pourraient être importantes dans notre travail. Moi, je suis un neuroscientifique, donc c'est évident que l'activité cérébrale en réponse à ces phrases, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et il y a beaucoup de travaux qui montrent, par exemple, que quand on lit des passages d'un livre, les aires cérébrales qui sont associées aux mêmes actions que celles qui sont décrites dans le livre sont également activées, activées d'un peu de la même manière. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais retrouver lors de l'écoute des phrases que nous avons créées. Je vous ai mis ici l'exemple d'un modèle, Neurocognitive Poetics Model, qui reprend un peu cette idée-là et on pourrait se placer dans ce modèle-là pour aller étudier ces réponses-là. Je vais conclure pour parler un peu de cette idée de comment le cerveau intègre le contexte dans lequel les phrases sont dites. Il y a, quand on vous délivre un message, il y a l'aspect sémantique. Qu'est-ce qui est dit ? Je pourrais être en train de bafouiller ici et vous dire, il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait dire à son voisin, à sa voisine, ah là là, c'est vraiment un très bon orateur. Alors, est-ce que c'est le sens même du message? Non, ça c'est la sémantique, c'est qu'est-ce qui est dit. Mais sûrement que la façon dont c'est dit, donc en particulier le ton de la voix, la prosodie de langage, va jouer sur l'interprétation du langage en tant que tel. Et ça, c'est vraiment des choses que j'étudie beaucoup, dans le cadre de l'ironie, dans le cadre des sous-entendus, dans le cadre des petits mensonges de la vie quotidienne, par exemple, donc les white lies en anglais, où on a montré des signatures cérébrales de notre capacité à faire la différence finalement entre des éléments qui étaient sincères ou non sincères, en particulier dans cet article en 2014. Et évidemment, je voulais finir sur de nombreuses applications. Marc-André a parlé de publicité et l'utilisation de ces figures de style dans la communication en publicité, mais également en politique. L'utilisation, par exemple, de l'oxymore. L'oxymore est une figure de style dans laquelle vous allez opposer deux éléments qui semblent contradictoires. Donc, par exemple, ici, alors, vous l'avez entendu à mon accent, je suis français, mes références sont très françaises. Puis je ne suis pas si vieux que ça, mais malgré tout, j'ai quand même une certaine culture de ce qui s'est passé au niveau politique ici, mais en France. Mais ici, donc, une vieille affiche par rapport à la candidature de François Mitterrand. Donc, c'était soit 82, soit 88, 88. La force tranquille, où on va opposer deux termes finalement qui semblent contradictoires. Vous avez l'utilisation de la métonymie, qui est une figure de style dans laquelle on va utiliser un terme qui est lié au terme qu'on veut vraiment utiliser. Donc par exemple ici l'œil pour la publicité pour une chaîne en fait de télévision qui voulait se focaliser sur la présentation de films en fait de cinéma. L'hyperbole qui renvoie à l'exagération ici pour une publicité pour la SNCF, qui est la compagnie ferroviaire en France, et qui indique que tout est très près de Lyon, à 2 pas de Lyon, avec cette figure-là qui représente le fait que que de nombreuses villes finalement sont très proches de Lyon. Vous avez la répétition, et puis vous avez aussi l'utilisation de l'humour, par exemple, dans cette pub pour une boisson sucrée, pour la beauté du zeste. Toutes ces figures de style, évidemment, renvoient à des figures de rhétorique qui sont, je pense, destinées à nous plaire. Voilà. Mon nom, c'est Marie-Claude Larouche. Je suis professeure en sciences de l'éducation, fortement impressionnée par cet art oratoire et ce retour dans un domaine
que je ne connais absolument pas, mais je me suis intéressée à des applications possibles de votre recherche commune. On oppose ici donc plaisir, visée de plaisir, visée d'instruction. Est-ce que dans l'analyse de ce que vous avez vu sur les déclarations du plaisir, vous avez poussé plus en profondeur l'analyse pour voir que le plaisir peut être lié à la reconnaissance de choses qui sont mises en jeu par le langage sans qu'elles soient rendues visibles à la première appréhension. Je m'explique un peu. Je repense aux travaux en théâtre Anne Hubersfeld, l'école du spectateur, où elle s'est intéressée au plaisir du spectateur. Elle dit le plaisir du spectateur, c'est beaucoup dans la reconnaissance de ce qui lui est présenté, dans les liens qu'il va pouvoir faire avec une vie qui est qui est hors de la pièce qu'on lui présente. Je m'exprime mal parce qu'évidemment, j'ai pas les mots de votre domaine, de vos domaines de recherche, mais je me demandais jusqu'à quel point le matériau que vous avez collecté peut porter à des analyses par la suite pour voir, lorsqu'il y a plaisir, il est lié finalement à quoi? Et ça rejoindrait des fonctions de connaissance qui ne sont pas les visées initiales, mais enfin, voilà. Je divague peut-être un peu, mais j'avais envie de vous lancer la question pour voir les applications possibles de ce qui m'apparaît très original et très intéressant. Merci. Allô? Oui. Il y a plusieurs aspects dans la réponse. Le premier est lié aux phrases en tant que telles, et puis ça, je laisserai plus Marc-André répondre là-dessus. Il y a les aspects, par contre, motivationnels et de plaisir dans l'apprentissage, où malheureusement, je ne suis pas expert, mais dans lesquels il y a quand même beaucoup d'articles dans la recherche scientifique qui s'intéressent à, par exemple, l'humeur et le fait que l'humeur joyeuse pourrait aider dans les apprentissages. Ça, c'est des choses que je connais un peu plus sans être, encore une fois, expert, mais effectivement, c'est des choses qui peuvent jouer. Ce sont des facteurs qui vont jouer dans l'apprentissage. Pour ma part, peut-être merci de votre question parce qu'elle permet de revenir sur un aspect qui pourrait, disons, induire en erreur en raison même de la méthodologie qu'il a fallu suivre pour conduire cette expérience. C'est-à-dire que, d'une part, dans la théorie rhétorique, les trois dimensions, instruire, plaire et émouvoir, s'imbriquent l'une dans l'autre. Elles ne sont pas opposées. C'est-à-dire, si je cherche à persuader un auditoire, mais en l'absence de tout savoir, que je ne cherche qu'à plaire et à émouvoir, on va me dire, tu es un démagogue, tu es un sophiste, avec raison. Parce qu'il n'y aurait pas de contenu, il n'y aurait pas de savoir. En revanche, un savoir livré à un public de manière sèche, un peu épineuse, comme on disait au XVIIIe siècle, ne risque pas d'intéresser, puisqu'il va ennuyer d'abord et avant tout, et on ne pourra pas rejoindre l'esprit, puisque ce qu'on dira ne sera pas passé par le cœur et l'intérêt et le plaisir. Alors, dans la théorie rhétorique, il y a donc toujours une étroite imbrication entre ces trois dimensions qui doivent être sans cesse coalisées pour produire un discours qui agit sur l'autre. Dans une perspective d'ailleurs éminemment civilisationnelle, la rhétorique dit il y a deux moyens d'agir sur autrui, soit par la persuasion, et alors il faut mettre en œuvre savoir, plaisir et émotion, ou sinon l'autre manière d'agir sur autrui, c'est la violence, la force brute, qui elle n'est pas une voie de civilisation. C'est pour ça d'ailleurs que la rhétorique a toujours nourri et toujours soutenu par la prétention à incarner une culture qui est une promesse de civilisation. Bon, je referme la parenthèse. Cependant, cela étant rappelé, pour des raisons strictement méthodologiques, comme je disais, il fallait isoler un affect, de manière à pouvoir le mesurer. Alors, ce n'est pas tant parce qu'on oppose instruire et plaisir, ce serait contraire à la tradition rhétorique. C'est simplement que dans le cas qui nous intéressait, il fallait l'isoler. C'est pour ça qu'on a fait des segments assez courts, ce qui exclut évidemment des expériences plus immersives, comme une pièce de théâtre, par exemple, ou tout un discours. On y viendra peut-être. Je l'espère, je le souhaite, surtout si le FRQ nous soutient en ce sens. Mais... Dès que le FRQ nous aurait soutenus en ce sens, nous pourrons nous y mettre sans plus tarder, avec le soutien de notre centre de recherche. Et donc,
nous souhaitons évidemment complexifier. Alors là, c'était la première étape, et la méthode obligeait à isoler comme ça un affect, pour voir si cette typologie venue du XVIIIe siècle avait quelques vraisemblances. Je n'ai pas été surpris des résultats, je suis 18e et j'étais convaincu que sur ce point, comme sur bien d'autres, les leçons qui nous viennent du XVIIIe étaient les bonnes. Ça répond à ta question, Marie-Claude. Mais toute la question du plaisir aussi dans d'autres sphères. Comment le langage et l'utilisation du langage et l'esprit de persuasion peuvent agir dans un autre secteur. Il y a les mots, Pascal disait, c'est le cœur et la raison. Hein? Puis il y a des choix de phrases aussi qui ont plus de sonorité selon les valeurs, les références. C'est bien que tu évoques Pascal, parce que pour un auteur comme Pascal, on n'arrive jamais, même avec les arguments les plus convaincants, les plus enracinés dans un savoir certain, à persuader si le cœur n'est pas d'abord touché. On le voit bien de nos jours avec la difficulté extrême qu'il y a à convaincre nos concitoyens de la nécessité d'un changement de paradigme pour assurer une civilisation, maintenir une civilisation qui soit durable et plus saine. On le voit très bien. Et la publicité a très bien compris ça. Tous les mécanismes de la publicité, de la construction. Et il faut que la science soit à la hauteur de cette compréhension qu'ont les milieux de pratique. Parce que dans le cas des milieux de pratique, ils ne sont pas toujours éclairés par le souci éthique qui est le nôtre. Voilà. Alors oui, autre question, dernière question. Oui, donc Julie Ruiz, département des sciences de l'environnement. Merci beaucoup, c'est absolument fascinant. J'avais 2 questions pour vous qui portent davantage sur les enjeux de l'intersectorialité, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il y a derrière. La première, c'est comment s'est passée la rencontre des humains derrière ce projet? Et la deuxième, c'est quel plaisir ça vous apporte, ce projet intersectoriel? Courte réponse de 2 minutes. On a parlé de patience, on a parlé de découverte et tout, donc c'est sûr que c'est des projets, Marc-André a dit, ça a commencé il y a 2 ans, on a beaucoup discuté depuis, donc c'est peut-être un peu frustrant d'un point de vue, on a envie de savoir et tout ça, mais ça prend du temps déjà de trouver un vocabulaire commun, parce que voilà, quand Marc-André me demande de parler latin, c'est des choses que je ne maîtrise pas. On le voit même dans la façon de construire notre présentation. Marc-André, il avait son texte, il avait une diapositive. Moi, je me basais plus sur les présentations affichées et tout. Mais ça s'est fait dans un respect et dans un plaisir, je crois, commun. Je pense qu'on a des personnalités qui se complètent relativement bien. Donc, c'est ça aussi, c'est des découvertes personnelles et professionnelles qui aident dans ces approches intersectorielles, c'est sûr. D'abord, oui, j'aimerais répondre 2 choses, un petit mot en faveur du latin. Toute la théorie rhétorique du XVIIIe siècle que je vous ai présentée, j'ai trouvé à peu près le seul texte en français où il en est question, ces exercices publics. Sinon, toute cette théorie se pense, s'écrit, se formule en néo-latin. Alors, quand on parle de l'importance de soutenir les savoirs fondamentaux, vous voyez comment la connaissance du latin nous donne accès à toute une part de la vie intellectuelle et de l'histoire de la vie intellectuelle, notamment au Québec, et de l'histoire de l'éducation, qui autrement est perdue si personne ne peut lire ces textes encore. Alors donc d'une part, vous voyez comment on trouve des concepts qui ne sont pas sans intérêt pour penser les mécanismes de la persuasion de nos jours. Alors c'était mon petit plaidoyer. Mais sinon, ça s'est fait tout naturellement à la chasse-galerie, le café. Alors j'étais en train de travailler sur un magnifique traité de 1735. C'est bien à la chasse-galerie de travailler sur un traité. J'étais en train de lire ce très beau traité qui s'appelle Théorie des sentiments agréables. Bon. Et dans cette théorie des sentiments agréables, bon, je ne reviendrai pas sur le contenu de ce texte, mais au moment où je le lisais, Sylviane Charles, qui vous parlera cet après-midi, survient avec quelques collègues de notre laboratoire. J'ai dit, pourquoi pas une école d'été sur le thème du plaisir, école d'été dont il va être question cet après-midi, dont Sylviane va nous parler, et qui était le cadre dans lequel on a aussi pu commencer à réfléchir ensemble. Alors, c'est le plaisir qui vous a réunis. Grâce au soutien, d'ailleurs, du décanat de la recherche, j'en profite pour le souligner. Hein, Marc-André, donc, je m'excuse, Marc-André, donc, c'est le plaisir qui vous a réunis, un plaisir commun, oui, de absolument. faire jaillir la langue et d'aller C'était une discussion enthousiaste autour d'une tasse de café. Ensuite, on en a parlé aux collègues de Cognac. Et puis voilà, c'est d'abord la libido siendi, si tu me permets le latin, le désir de savoir qui nous a
qui nous a guidés. Ah, d'accord, je viens de comprendre bien des choses. OK. Merci. Écoutez, notre charmant technicien nous dit qu'on pourrait entendre la capsule, si vous le désirez. Alors, est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que je fais? Oh, sacre. Attendez un instant. Pendant que tu cherches, j'en profiterai peut-être pour remercier. On a pu faire en sorte que se joignent à ce projet 3 étudiantes. J'aimerais quand même les remercier. Marie-Hélène Nadeau. Ben, je suis là. Son cœur se tourna donc dans le sens de l'amour, à la façon des feuilles d'une plante qui cherche le... Son cœur se tourna donc dans le sens de l'amour, à la façon des feuilles d'une plante qui cherche le soleil. Ouais, on n'entend pas très bien, mais... Je m'en vais te dire la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus incroyable, la plus extraordinaire. Je me marie la semaine prochaine. C'est une reprise d'une lettre très célèbre de Madame de Sévigné que j'ai adaptée. Merci. Alors, ça me donne une idée de la répétition à droite et de la métaphore de l'autre côté. Merci beaucoup, équipe technique. Si je peux me permettre, c'est sûr que là, on voit des enjeux par rapport au débit de parole. Ça doit jouer et c'est pour ça qu'on aimerait recruter plus d'acteurs, plus d'actrices. La prosodie, et je suis bien placé pour le savoir, ça joue un rôle important. Ça, c'est pour la production et du côté de la perception. Encore une fois, les caractéristiques des participants en termes d'âge, etc. Ça doit jouer aussi. Juste une petite dernière remarque, remercier les 3 étudiantes parce que l'intersectorialité permet aussi des rencontres entre des étudiants qui viennent de secteurs différents et qui, de ce fait, nouent des liens qui sont très riches. Alors, il y a Marie-Hélène Nadeau et Amélie Lessard en lettres, et puis Amélie Rolina, en psychologie cognitive, qui ont participé à ce projet. Je les remercie. C'était passionnant. Merci infiniment. Merci à vous. Marc-André et M. Boulot. Merci infiniment. Alors, écoutez, ce sera le moment du dîner. C'est aussi un très beau plaisir, aller manger. Si je dis aller manger, comme ça, non, en hyperbole, mangeons, non, bon. Alors, on est de retour à 13h30. 13h30, nous recommençons pour notre après-midi de panel. Bon appétit à tous et à toutes.